Aujourd'hui, j'ai assez prouvé que je pouvais dominer, que ce soit en Euroleague, en Betclic, au scoring. Mais la question maintenant, c'est est-ce que Nadir est capable de jouer avec un système, avec des joueurs beaucoup plus forts et dans une grosse écurie d'Euroleague. C'est quoi la prochaine étape vraiment pour toi à passer pour avoir un niveau encore plus élevé? Je pense que Nadir Hifi, the Prince of Paris, is the rising star of EuroLeague and a jewel of French basketball. Félicitations to the Prince of Paris. Nadir Hifi. Il y a eu une rumeur assez folle qui t'annonçait voilà, proche d'une équipe NCAA. les gens ils ont cru parce qu'ils se sont dit ah ouais putain ça peut trop matcher et tout, mais non, je vais pas partir. T'es le Rising Star Euroleague et ils te disent il va en NCAA. Honnêtement, c'est un petit 40 points facile par match. Toute simplicité, hein. Et malheureusement, vous avez terminé en playoff avec un peu un 0-3 tâche. Le Fener, on les a joués 3 fois en playoff et 2 fois en saison régulière. On a pris un 5-0, tu vois. C'est dur, tu te fais battre 5 fois par une équipe. Ils avaient quoi en plus par rapport à vous, le Fener? Ils avaient quoi en plus Merci d'être venu sur le podcast. J'espère que tu vas bien. Merci à vous. Ça va très bien, très bien. Donc on va commencer avec quelques questions rapides comme ça pour se mettre dans le mood. Tu me dis laquelle tu préfères des deux options. Strasbourg ou le Portel? Je dirais Strasbourg pour la ville et le Portel parce que j'ai démarré un carré là-bas. France ou Algérie? France. Quai 54 ou la Citadelle? Quai 54. Gagner l'Euroleague en club ou l'Euro avec l'équipe de France? L'Eurobasket. Gazeuse ou limonade? Gazeuse. Et qui c'est qui a le sidestep le plus efficace? Toi ou Mike James Prime? Ouh. Hmm. Je dirais pour l'instant Mike James Prime, mais je suis pas encore à mon Prime donc. Faudra peut-être qu'il discuter de sera ça. meilleur. Et la dernière, Nadir Hifi ou le Prince de Paris? Nadir ici. Let's go. Alors, première question pour toi. Qu'est-ce que je dois savoir sur toi pour comprendre la personne que j'ai devant moi? Je suis quelqu'un bon délire, tout le temps fun, tout le temps à la joie de vivre et quelqu'un qui charbonne tous les jours. En vrai, les gens, ils oublient qu'il y a seulement 3 saisons, tu es encore en espoir. Comment tu as vécu cette ascension aussi rapide, en fait? Tout est allé très vite pour Mm. moi. Jusqu'aujourd'hui, je me dis tout est allé vite, tout s'est enchaîné d'un coup et en fait, je fais que monter. Ouais. Je fais que monter et en fait, il y a rien qui change au quotidien, tu vois. Donc j'ai toujours les mêmes amis, j'ai les mêmes proches, je fais les mêmes choses. En gros, j'ai même pas eu le temps de reconnaître ma situation, Ouais. même si aujourd'hui je me dis voilà, c'est incroyable ce que je suis en train de faire et tout, mais tout est allé vite et après, un peu avec du recul, tu sais, quand je suis en vacances l'été, je me dis, Ouais. putain, cette saison, elle était encore bien, j'ai encore évolué, tout est allé dans le bon sens, donc voilà, c'est cool. Mais du coup, t'as pas vraiment eu le temps ou c'était peut-être trop tôt dans la carrière pour que tu t'es dit, voilà, tu te poses et tu te rends compte de tout ce que tu as fait? Parce que je pense que tu as tellement à faire encore que c'est pas le moment de penser à ça, non? Ouais, oui, aussi. Je me dis que bah, tout ça, j'y réfléchirai après ma carrière, tu vois, là, c'est vraiment, j'ai fait 3 ans, 3 ans et demi. À la fin de ma carrière, C'est fou, je vais pas quand même. peut-être durer 15-20 ans, donc Ouais. ce sera vraiment la fin de ma carrière. Je me dis, bon, mon évolution a été incroyable ou voilà, on ne sait pas encore ce qui peut se passer, mais Après, ce que j'ai remarqué, tu sais, j'ai regardé un peu ce que les gens disaient sur toi. Il y a beaucoup de gens, en fait, tout le monde qui ont été surpris de cette ascension. Il y a juste une personne qui n'est pas surprise, c'est toi. Qu'est-ce qui a fait que tu te sens à ta place aujourd'hui? Est-ce que tu as toujours été dans ce hustle depuis que tu es petit? Comment t'en es arrivé là, en fait? ouais, j'y croyais toujours. Et comme tu dis, je suis la seule personne qui a cru, mais même moi, j'étais impressionné après tout ça, tu vois. Non, mais parce que c'est vraiment venu du jour au lendemain, j'ai explosé, et je me suis montré aux yeux du grand public, mais j'y ai toujours cru que ça soit en National 3 ou en U15 régions, U17 régions, ou même maintenant, il n'y a rien qui change, tu vois. Donc, j'ai toujours cette même fin de travailler dur tous les jours et de devenir meilleur. Par rapport à cette mentalité, voilà, de travailler dur, tout ça, moi, il y a une anecdote qui m'a marqué. C'est quand Amarassi, il a raconté qu'il devait venir te chercher et te sortir du terrain. Parce que tu faisais que t'entraîner, tu t'entraînais trop. Et même après, tu retournais t'incruster pour t'entraîner. Du coup, tu as ça depuis que tu es petit, c'est ça? Ouais, c'est quelque chose dont. Franchement, c'est un truc, soit tu l'as pas, et Ouais. moi je l'ai eu dès le début. Euh, si j'avais fait du basket, si j'avais fait un autre sport, ça aurait été la même chose, tu vois. Donc j'ai toujours eu cette
cette manière de me dire que bah, en fait, ça passe toujours par le travail, quoi que tu fasses Mm. dans la vie. Et c'est comme ça dont je suis arrivé là. Et ça, c'est tes parents qui t'ont incorporé ça parce qu'on sait voilà, qu'ils ont été tous les deux sportifs. Est-ce que c'est aussi ton environnement? Parce que voilà, en revenant un peu au début, tu as grandi à Strasbourg. Dans quel environnement tu as grandi en gros pour acquérir cette mentalité? J'ai grandi dans un bon environnement, mais voilà, mon père m'a transmis ces valeurs-là de travail. Après, voilà, c'est aussi mon parcours. On m'a fermé beaucoup de portes. On n'a pas cru en moi. Et en fait, ça a juste repoussé ça et ça a accentué encore plus ma mentalité. Et j'ai pas vraiment grandi dans un environnement comme peut-être il y a d'autres joueurs, ils ont grandi dans des quartiers, c'est Ouais, très ouais. compliqué. Moi, ça va, j'étais bien encadré, j'étais bien entouré. Et j'ai ça en moi depuis que je suis petit, quoi. Et du coup, ouais, je pense que ça sent que tu as ça vraiment depuis que tu es petit. Mais le basket, il est arrivé à quelle période dans ta vie? C'est lorsqu'on avait déménagé, on avait déménagé devant une salle de basket, mais mes parents ils savaient pas qu'on a déménagé devant une salle. Et puis je suis sorti dehors avec mon frère, et puis il y avait une genre de salle, tu sais, c'était une porte ouverte. Et on était rentré, il y avait des matchs de basket. Du coup, j'ai commencé à tapoter le ballon à l'âge de 5 6 ans. Après, je suis rentré chez moi avec le papier de la licence. Qui disait, après, j'ai dit à mon père, bah, je vais faire du basket et tout, inscris-moi. Et ça a commencé comme ça. Ton frère, il joue aussi au basket? Non, même pas. Non, Même dans, pas, du lui, coup, il a fait du foot, il a fait de la boxe. parce que tu sais, il y a Michael Jordan, tout ça, il racontait que les plus gros moments, c'était avec son frère, les 1 contre 1, tout ça. Donc toi, t'as pas l'occasion de. Mais j'ai fait d'un contrat avec mon frère, il me battait parce Ah, il est plus grand que moi, il est ouais. plus physique. Donc, on jouait quand même au basket, mais de là à s'inscrire en club, non. Et je trouve que ça aide beaucoup, voilà, cette un peu rivalité dans la famille, ça te forge aussi le Ouais, c'est caractère. bien. Voilà, en parlant de ce moment, tu sais, tout le temps, on joue au basket, voilà, pour le fun quand t'es jeune. Mais il y a un moment où tu commences à réaliser que tu peux faire quelque chose de ta vie avec le basket. Déjà, la première question, c'est, t'as réalisé ça vers quel âge à peu près que tu pouvais gagner ta vie avec le basket? En vrai, quand j'ai intégré le centre de formation du Portel, Hmm. parce qu'avant, je jouais en National 3, je me disais pas que je pouvais en faire ça mon métier, tu sais, jusque-là, non. Mais voilà, peut-être quand j'ai eu 17 18 ans, quand j'ai intégré. Ça fait tard, hein. Ouais, puis je me suis dit, bah, en fait, j'ai l'occasion de jouer en espoir, j'ai l'occasion de me montrer devant toute la France, de m'entraîner avec les pros. Donc en gros, je suis proche, tu vois. Ouais. Donc c'était vraiment à ce moment-là. Et ce moment de réalisation, tu sais, quand tu t'es dit, voilà, je peux gagner ma vie avec, est-ce que ça t'a rajouté une pression supplémentaire, tu sais, par rapport à ta famille ou ton entourage? Est-ce que tu t'es dit, maintenant, voilà, j'ai une responsabilité et je dois l'assumer et Ah ouais, l'exploiter à dès que fond? j'ai vu que j'avais l'opportunité de devenir pro, de pouvoir faire, de pouvoir être bien financièrement, bah, j'ai saisi directement l'opportunité, tu vois. Donc après, ça, j'y ai même pas pensé concrètement. Moi, mon rêve, c'était de devenir basketteur professionnel, tu vois. Donc moi, j'étais focalisé sur ça et le reste après, ça suit, tu vois. Mais non, j'ai pas forcément cette pression-là de me dire, ouais, maintenant j'ai des responsabilités, etc. Même si, voilà, avec, euh, avec l'aspect financier que j'ai aujourd'hui, donc je peux aider ma famille, donc ça fait toujours plaisir. Voilà, et avant d'arriver à ce moment-là, il y avait un peu voilà, ces histoires que c'était pas du tout dans les cours, dans l'école. Et tu as raconté que voilà, c'est vraiment tes éducateurs qui t'ont remis sur le droit chemin, c'est ça? Déjà, comment ça s'est passé ce moment où. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit pour que tu comprennes qu'il faut prendre tout ça au sérieux? Bah, en gros, c'était simple. Moi, j'étais un peu têtu. Ouais, Tu sais, quand t'es jeune, t'écoutes un peu ce qu'il y a dans ta tête et des fois, c'est pas très bien. Mais ouais, j'ai eu la chance de rencontrer un coach qui s'appelle Daniel Meyer qui s'occupait un peu de tout. Tu sais, il m'encadrait un petit peu aussi à l'extérieur du terrain. Et moi, j'avais pas envie d'aller à l'école, je voulais tout miser sur le basket. Mais on m'a vite fait comprendre que c'était le mauvais plan. Même si au final, ça a payé, ouais. mais en gros, je suis peut-être le seul joueur qui a réussi comme ça. Donc non, l'école, c'est très important. On m'a fait comprendre que voilà, il fallait que j'ai au minimum le bac, quoi. Ouais, donc du coup, tu viens de parler de ton parcours très atypique. Je pense qu'il y a pas assez de gens qui savent que voilà, ça s'est mal passé en centre de formation. Très tôt, tu es parti en N3, donc c'est la 5e division. Déjà, donne-moi un mot pour décrire le championnat N3. Un mot? Ouais. Juste un mot? Un mot pour commencer. Physique. Physique. À mon âge, hein, j'avais 16 ans. Ah ouais. Et un mot après pour décrire ton expérience à toi dans ce championnat. Hmm, inspirante. C'est bon ça. Pourquoi ça t'a inspiré? Ça m'a inspiré parce que, en gros, je me dis que
en jouant en National 3 à 16 ans, bah, en fait, je jouais déjà un niveau au-dessus Mhm. qu'un niveau espoir, par exemple. Et en gros, moi, dès que je suis arrivé sur le niveau espoir, bah, j'étais direct au niveau. J'ai même pu m'entraîner directement avec les pros. Et en gros, ok, le niveau National 3 est pas aussi exposé que, par exemple, un championnat espoir. Mais en termes de niveau, c'est même au-dessus, voire la même chose, tu vois. Donc voilà, c'est inspirant dans le sens où moi, ça m'a développé. Et voilà, je dirais pas aux jeunes d'aller jouer en 3 à la place d'aller jouer en espoir, mais juste que un joueur qui joue en 3 peut largement le faire plus Ouais. tard, tu vois. Après, c'est fou parce que tu passes d'être presque en retard sur la formation, tu sais, avec plein de centres de formation, à d'un coup être en avance parce que tu joues avec des adultes, des pères de famille. Ouais, parce à- que c'était un bon choix. ouais. Et Parce qu'au final, c'est un bon choix. à quel point ça t'aide maintenant pour ton jeu d'aujourd'hui? Parce qu'on voit quand même, tu restes un meneur assez de petite taille, mais énormément physique. Est-ce que tu as pris ces expériences de N3 et tu les as amenées avec toi aujourd'hui? Après, c'est à longtemps. Je pense pas que ce que j'ai appris en N3 me sert aujourd'hui. Mais voilà, c'est étape par étape. Je suis passé en N3, ensuite je suis allé en sport, je me suis entraîné avec les pros. Ça passe aussi par un travail physique en muscu. Donc je sais qu'il fallait que je mette l'accent sur ça parce que en gros, je suis pas le plus grand, j'ai Ouais. pas la plus grande envergure. Donc il faut que je sois plus fort dans d'autres domaines. Du coup, ouais, dans ce parcours atypique, ouais, voilà, tu avais 16 ans en N3. Et du coup, quand tu étais jeune, tu sais, tu étais peut-être, voilà, on te considérait un peu plus petit. Il y a toujours eu cette histoire d'envergure. Après, tu sais aussi, même si tu es né en France avec d'origine algérienne, tu sais, j'ai eu le même problème. On te considérait peut-être comme un étranger. Est-ce que tu as eu ce genre de problème en dehors du terrain qui t'ont fait que tu devais te battre plus que les autres, en fait? Ouais, oui, mais ça, en France, nous, on est au courant de tout ça. Ouais. On est au courant que, par exemple, moi qui suis originaire d'Algérie, mes parents sont algériens, je sais très bien que je vais travailler, je dois faire 5 fois plus que, par exemple, qu'un autre joueur, tu vois, et je vais pas décrire l'autre joueur. Euh, mais voilà, je pense qu'on se comprend tous sur ça, et puis je pense qu'on est conscient, c'est quelque chose de bien, Mm. mais d'un côté aussi, c'est pas quelque chose de bien pour tout le monde, parce que ça crée de la frustration, et ça peut emmener quelque chose de bizarre dans un environnement, mais ouais, ça j'en étais conscient, et je l'ai vite compris, et ça m'a servi pour la suite. Et du coup, comment, avec un si jeune âge, enfin, toi, tu gérais comment cette adversité? Parce que normalement, un jeune, il n'est pas censé être mis face à ce genre de problème. Du coup, toi, tu gérais comment ce genre d'histoire? Écoute, moi, mon père, il est algérien, tu vois. Donc, j'ai été mis dans des situations bien pires que ça, tu vois. Ouais, je me sens un peu chaud, quoi. Ouais, donc, c'est pas quelque chose qui m'a déstabilisé. Et puis, moi, la compétitivité, ça me fait pas peur. Ça me Mm. fait pas peur d'être en concurrence. Ça me fait pas peur qu'on me mette en challenge. Donc, ça, je l'ai vu comme un challenge. Et Ce genre de situation où tu es exposé aujourd'hui, voilà, tu joues en Euroleague quand des fans fous furieux en Grèce, en Turquie. En fait, tu as l'habitude de ça. Tu as l'habitude d'être l'outsider et tu as l'habitude de prouver. Est-ce que tu aimes ce rôle un peu? tu sais, on peut dire, oui, mais putain, il y a 20-25 000 personnes. Ouais, Mais c'est un kiff. grave. C'est un kiff. Je suis là, il y a 25 000 personnes qui veulent me tuer, qui veulent qu'on perde. Moi, je veux les éteindre. Mais c'est quelque chose. C'est lourd. Ouais. C'est lourd. J'ai toujours rêvé d'être dans cette situation-là. Donc pourquoi avoir peur? Hmm. J'ai travaillé si dur pour arriver là. Pourquoi maintenant me rétracter? Non. C'est maintenant qu'il faut montrer, tu vois. Donc, non, c'est beau, c'est une belle histoire et ça fait partie de mon rêve. Donc maintenant qu'il faut que je le vis à 200%. En parlant de ces moments, est-ce que tu en as un là, de cette année, par exemple, qui te vient à l'esprit en parlant de, voilà, je veux les éteindre et tu l'as fait? Plus la saison elle avançait, plus en fait je me disais bah en fait on peut faire quelque chose, tu vois. Donc pour moi le plus important c'était de faire la meilleure saison possible collectivement et on l'a fait, tu sais, on est allé en playoff même si voilà, on a mangé un 3-0. Si je pensais qu'on allait faire mieux, mais bon, ça fait partie du game, on est tombé contre une belle équipe et voilà, le but c'était plus ça, tu vois. On va parler bien sûr du Paris basket, mais j'aimerais un peu revenir sur ton évolution. Tu as fait vraiment ce choix assez atypique d'aller jouer avec l'équipe nationale d'Algérie. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix déjà? C'était pas vraiment un choix. Tu connais, j'avais 14-15 ans, on Ouais. m'a dit ah tu peux jouer pour une équipe nationale. J'ai dit ah vas-y go, tu vois. Ouais, Et- c'est vrai, c'est lourd en vrai. Ouais non mais oui, moi je sais plus jouer à quel niveau, mais je me suis dit je peux jouer à un afro-basket, je vais m'enrichir, ça va être des belles expériences.
je veux jouer pour mon pays aussi, donc j'y allais, go. Mais tu vois, c'est intéressant parce que tu as dit qu'en France, tu étais exposé un peu à ce truc de t'es un étranger. Mais quand tu es arrivé en équipe d'Algérie, je pense que les gens là-bas te voyaient plus comme un Français. Donc tu étais un peu aussi. Ouais, c'est comme- différent, je suis un étranger partout du coup. Et du coup, est-ce que tu utilises ça comme une force ou il y a vraiment des moments où tu t'es dit c'est chiant quoi, j'aimerais vraiment. Non, parce en Algérie, c'est différent. Tu sais, t'es considéré comme un étranger, mais ils sont très accueillants, ils sont très familiers, et puis moi, je parle arabe, donc je me suis vite intégré, et puis c'est une force, tu sais, ils sont contents de voir un Français qui joue en France, qui évolue en France, qui est bon, qui vient jouer en Algérie, donc c'est cool. Je me suis senti comme chez moi, tu vois. C'est cool. Tu es encore en contact avec des gars avec qui tu as joué en équipe d'Algérie? Plus trop, Ouais. plus trop, non, mais je sais qu'ils vont bien et ils évoluent. Et un petit souvenir comme ça qui te vient à l'esprit de ton temps à la CAN ou avec l'équipe, c'est lequel? Ouais, j'irai quand même la médaille de bronze quand on a gagné Ouais. la médaille de bronze. Et puis moi, j'ai fait l'afro-basket avec un an d'avance. J'étais Ouais. avec les 2001 ou les 2000, je sais plus. Donc c'était une belle expérience. Et moi, en revenant en France, j'étais en pleine confiance. Et puis ça m'a fait grandir. Tu es arrivé en Portel avec l'équipe Espoir. Tu es arrivé avec quelle mentalité à ce moment-là? Mais tu sais, je suis dans la mentalité d'underdog, tu vois. Là, je viens de National 3, il faut que je prouve au niveau espoir. En plus, j'ai eu l'occasion directement. En gros, moi, mon coach espoir, il s'appelait Bertrand Ouais. Van Boetsele qui m'a recruté. Et en gros, moi, je l'appelais toutes les semaines, on s'appelait toutes les semaines. Je lui disais, écoute, écoute, moi, mon objectif, c'est de m'entraîner avec les pros, tu vois. Hmm. Je mettais vraiment l'accent dessus. Et puis, en gros, il y avait des joueurs qui étaient au centre de formation depuis longtemps. Et puis, il a senti quelque chose en moi et il a vraiment senti que j'avais faim. Du coup, quand le coach pro, Eric Girard, avait besoin de jeunes, pendant la pré-saison, bah, il m'a direct appelé et il m'a mis dessus. Donc, j'avais vraiment cette mentalité de vouloir évoluer et avoir faim pour. Mais quand tu as dit, voilà, j'arrive, j'ai envie de m'entraîner avec les pros, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui t'ont regardé un peu en mode c'est qui lui? Enfin, Non, qu'est-ce parce qu'il veut que personne n'était au courant, il y avait juste le coach. Je le disais juste au coach, après, je sais pas s'il en parlait, Ouais. mais en gros, moi, je lui faisais comprendre mon ambition. Et... Hmm. Ouais, c'est Non, mais bon. je pense que c'est pas quelque chose de fou. Bah non. Justement, je pense que peut-être en France aussi en particulier, des fois on rabaisse trop les gens qui expriment leur ambition. Mm. Tu vois, encore une fois, j'utilise l'exemple américain. Là-bas, on met vraiment en avant l'ambition, la motivation et on pousse les gens. Alors qu'au contraire, je trouve qu'en France, des fois, on essaie de te mettre des bâtons dans les roues. En France, je sens. En France, on sait que on aime. C'est pas qu'on n'aime pas, mais on a un peu l'impression que quelqu'un qui monte ses ambitions, qui est assez confiant, Mhm. on le voit comme un mec arrogant, un mec qui a un peu d'orgueil. Mais non, en fait, je sais ce que je suis capable de faire, tu vois. Euh, je sais que je peux mettre 20 points en 10 minutes. Si tu me dis, Nadir, est-ce que tu peux faire 20 passes dans un match? Je vais te dire non, tu vois. Ah, t'es pas capable? Et si, peut-être je suis capable quand même. Je pense que oui. Attends, avec tout ce que t'as fait, c'est pas fou de penser ça aussi. Hein. Là, c'est vrai que, tu vois, là, par exemple, Attends, tu je pousse pas mes réfléchis. limites très. Ouais. Ben voilà, ben, let's go. Prochain objectif Rolling l'année prochaine, 20 passes. Un pas, c'est beaucoup quand même. Mais ouais, en gros, c'est ça. Je suis confiant et en France, on voit ça comme ça, mais bon, c'est pas très grave, ça va pas me changer. Ouais. Je vais quand même De toute évoluer. façon, toi, tu traces ta route. De ce que je Oui, sens, oui. de ce que j'ai compris, c'est. De toute façon, il y a plein de bruit autour de toi. Toi, tu fais ce que tu as à faire et Ouais, ça va rien changer. les résultats, ils vont parler pour eux-mêmes. Et du coup, voilà, par rapport au Portel, tu as dit que tu allais t'entraîner avec les pros. Tu t'es vite entraîné avec les pros. Tu as vite marqué des points, même la première année. Tu as ressenti quoi quand tu as marqué ton premier point en pro? Je sais plus ce que j'ai ressenti exactement, mais je sais que j'avais fait 2 briques avant et une perte de balles. Ah, tu te souviens plus de ça? Ouais, Hein. ouais, je me souviens plus de ça, ouais. Et j'ai fait 2 pertes de balles. Non, je fais une perte de balles, 2 briques. Et après, je refais un step back et je le mets à 3 points. Ah, voilà. Ouais, j'ai vu 3 matchs, 3 points. Donc, tu as dû mettre un 3 points, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, C'est ça. lourd. Est-ce que c'était par rapport au stress, tout ça? Tu stressais un Ouais, peu je quand pense que c'est ça, ouais. même? Ouais. Peut-être un peu stress, un peu trop excité. Tu rentres en fin de match, t'es froid. Bon, maintenant, voilà, t'es arrivé vite au Paris. Je pense qu'on met de côté le stress, tout ça. Ma première question par rapport à Paris, c'est est-ce que Paris est vraiment magique? Paris magique, ouais. Pourquoi? Paris magique parce on amène quelque chose de différent. On a une énergie différente, on a un jeu différent. On a
on a marqué l'histoire du club Ouais. et on continue à la marquer. Et, on a mis quelque chose de différent, tu vois. On a quelque chose que les autres n'ont pas. Et ça, on le ressent. Et c'est beau, c'est pour ça que Paris est magique. Mais par rapport à ça, je pense qu'on voit tous sur les réseaux votre pre-game, les vidéos, les entraînements. Tu vois, je trouve que c'est facile de faire ça quand tu gagnes. Par exemple, quand vous avez fait 10-11 matchs d'affilée. Mais est-ce que vous gardez la même mentalité quand vous avez quelques séries de défaites? Il n'y a rien qui change. Ah ouais? C'est même pire. C'est vrai? C'est même pire. C'est même, ah, on perd, on va mettre encore plus d'énergie. Incroyable. Non, il n'y a rien qui change. Et que ça soit dans le vestiaire, que ça soit les visages aussi. Non, il n'y a vraiment rien qui change. Je trouve C'est que vraiment C'est impressionnant. tellement important pour le bien d'une équipe, voilà, qu'il n'y a personne qui joue un rôle. Et c'est qui le mec qui met le plus le feu là, dans l'équipe? Ouais, c'est bas. C'est bas rare. Il est trop fou, ce gars. Et encore par rapport à ces petites vidéos, il y a le rituel là, avant le buzzer ou quoi. Le petit 1 contre 1 là, vite fait avec TJ Short, c'est toi. Ah, le matin de match. Voilà. Ah oui, oui. Alors, qui c'est qui a gagné le plus de 1 contre 1 entre toi et TJ Ah, Short? je pense que c'est quand même lui parce que je tente des tirs compliqués. Après, c'est des trucs compliqués, mais c'est des trucs que tu tentes en match, donc il faut les Oui, travailler. oui, non, mais après, c'est pour le fun. Par rapport au style de jeu du Paris Basket, que ce soit avec le coach Isalo ou Splitter, on sent que c'est un style de jeu qui te correspond vraiment bien. C'est vraiment rapide et tout ça. Ça permet vraiment au scoreur de s'exprimer. Est-ce que tu sens qu'avec un autre style de jeu, c'est peut-être plus l'école serbe, tu aurais pu t'exprimer autant ou pas forcément? Ouais, je pense que ça change pas. Ouais. Je suis quelqu'un qui m'adapte à beaucoup de styles de jeu. Avec Eric Girard, c'était totalement différent. Avec Isalo, c'était compliqué au début. Hein. C'était pas facile. J'ai pris 3-4 mois à m'habituer. C'est une préparation parce qu'il faut avoir le physique hein, pour que ça suive. Toute l'intensité qu'on met à l'entraînement, en match, etc. C'est quelque chose de différent. Mais C'est quoi le plus important de préparer quand tu as ce style de jeu très rapide? J'imagine que c'est le cardio, non? je pense que c'est un tout. En fait, tu fais 1000 choses à la fois. Et en fait, tu dois réfléchir sans réfléchir en fait. Faut que ça soit automatique. Et moi, j'ai pris au moins 3-4 mois que ça soit automatique. Tu sais. Courir, faire les choix en défense, etc. Tu dois jamais être en retard. Et moi, j'ai vraiment pas vécu ce niveau-là. Donc, j'ai vraiment pris du temps à m'adapter. Tu t'es inspiré d'un joueur un peu pour essayer de copier son style de jeu ou quoi quand Ouais, t'étais- TJ. Ah ouais? Ouais, TJ, j'ai vraiment pris beaucoup de choses. Par exemple, avant de venir à Paris, je tirais soit 3 points, soit j'allais au layup. Ok. Et en fait, lui, c'est l'inverse. Même s'il a progressé énormément, Les son tir mid-range, il est élite, tu vois. tellement défendable en plus. Et en gros, tous ces petits footwork, tous ces petits runners, etc., j'ai développé ça et je regarde beaucoup. Et Ouais. c'est un des meilleurs joueurs en Europe, donc c'est normal que je le regarde. Du coup, voilà, bon, on sent qu'en attaque, voilà, tu as vraiment poli ton jeu énormément, même en défense. Mais toi, tu penses que c'est quoi la prochaine étape vraiment pour toi à passer pour avoir un niveau encore plus élevé? Je pense que c'est de jouer autour de joueurs qui sont très forts. Ouais. En fait, j'ai toujours été dans des systèmes où j'étais la première option ou la deuxième option offensive. Maintenant, l'objectif, c'est est-ce que je suis capable de jouer avec des joueurs qui ont le même niveau que moi, voire plus forts, Mhm. et avec autant de talent. Et ça, c'est ce qui va m'aider à devenir un meilleur joueur. Parce que aujourd'hui, j'ai assez prouvé que je pouvais dominer, Ouais. que ce soit en Euroleague, en Betclic, au scoring, etc. Mais la question maintenant, c'est est-ce que Nadir est capable de jouer avec un système, avec des joueurs beaucoup plus forts et dans une grosse écurie d'Euroleague. Et ça va m'aider aussi à être sélectionné en équipe de France. Je pense qu'aujourd'hui, être à Paris, je brille, j'ai beaucoup de lumière et je performe. Mais est-ce que ça m'aide pour l'équipe de France? Je sais pas. Ça m'a aidé à y entrer. Hein. Ça m'a aidé à y entrer, presque même être sélectionné au JO. Mais voilà, c'est un peu l'objectif. En parlant des JO et de l'équipe de France, j'ai vraiment cette question normale à te poser. Comment tu as réagi quand tu as vu qu'à la main, voilà, le dernier spot, c'est Mathieu Stratzel? Ouais, déjà, Mathieu et moi, on est deux profils totalement différents. Mm. Lui, c'est un 1 et moi, je suis vraiment Combo. un 2-1, un combo. Mais un gars comme Mathieu, je ne me vois pas du tout en concurrence avec lui. Hein. C'est vraiment pas Il y a lui. beaucoup de gens qui essaient de mettre cette concurrence, non? Oui, parce qu'on a le même âge Ouais.
les gens qui connaissent pas trop le basket pensent que je suis un meneur attitré, mais en fait, non. Je serais plus en concurrence avec un Elio Kobo, avec un Evan Fournier, même si il n'y a pas de concurrence. En gros, il, est quand même, il sera toujours devant moi avec ce qu'il a tout fait, mais je suis un combo. En gros, avec Mathieu, je suis pas du tout en concurrence. Hein. Ça me revient encore maintenant, ce moment, la Summer League, où tu as vraiment tout explosé en 10 minutes par match, où tu as fait je pense que tu as mis des 25-30 points. Est-ce que tu penses que justement, ils t'ont retenu pour avoir une excuse de ne pas être obligé de t'offrir un contrat, par exemple? Franchement, ça, je le saurais jamais. Hein. Ouais. Je le saurais jamais parce qu'en gros, plus je jouais moins, plus je performais. Mm. Et après ça, l'envie de me faire jouer plus, je sais pas. Peut-être qu'ils ont eu des contraintes. Après, il y a aussi Rob Dillingham qui a été drafté 7ème, je crois, ou 6ème. Et ils étaient obligés de le faire jouer. Mais en gros, moi, je suis arrivé premier match. Ils m'ont dit, ouais, ne t'étonne pas si tu joues pas beaucoup. Tu viens d'arriver parce que je sortais de la prépa avec l'équipe de France. Ouais. T'as eu Avec un les jour JO. d'entraînement, c'est ça? Ouais, je me suis entraîné une fois. J'ai mis d'accord tout le monde. Et il m'a dit, ouais, ne t'étonne pas si tu joues pas trop au premier match et tout. Je dis, ah non, pas de soucis et tout. Mais il m'a dit, tu vas monter crescendo. Ouais. Plus les matchs avanceront et plus toi, tu vas plus jouer. Bon, premier match, je fais quoi? Je fais un bon match, je joue 10 minutes. Ils m'ont dit, ah ouais. Chaque fois, on venait vers moi après les matchs, on me disait, ah, là, tu vas jouer plus. Là, tu vas avoir 20-25 minutes, etc. Mais en fait, ça n'arrivait pas. Et en gros, moi, dans ma situation, tu en prends pour un con, là. Mm. Si tu me dis rien et tu me promets rien, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Je vais pas me plaindre. Mais si tu me dis, bon, prochain match, tu joues 25 minutes et t'en joues 10 ou 12, moi, tu vois, c'est normal qu'à un moment donné, il y ait un problème. Même si j'ai rien montré. Hein. Ouais, ouais. J'avais la bonne attitude, j'ai parlé à personne. C'était dur. Je me plaignais à moi-même, tu vois. Mais c'est comme ça, c'est le haut niveau, tu peux pas péter les plombs. Mais on voit que même si t'es nerveux, on sent que t'es toujours sous contrôle. Je suis toujours sous contrôle et je continue à faire mon taf à 100% et très bien même, tu vois. Donc en gros, c'est ça, c'est là où je suis fier de moi. Voilà, la Summer League, c'est 10-15 jours et voilà, j'ai montré une bonne image. J'ai prouvé à tout le monde que je pouvais jouer là-bas aux États-Unis. Et après, la Summer League, c'est un niveau différent, mais en tout cas, j'ai montré des belles choses. Hein. En restant sur les États-Unis, il y a eu une rumeur assez folle et assez bête, honnêtement, qui t'annonçait approche d'une équipe NCAA. Déjà, ma première question, c'est si là, l'année prochaine, tu joues en NCAA, tu mets combien de points par match? Je saurais même pas te dire, je connais pas le niveau NCAA. Mais il y a que des jeunes, non? C'est des gars de 17-18 ans. Ouais. Et je pense que les Américains, ils n'ont pas compris ça quand ils ont dit filles en NCAA. Nous, en France, on s'est dit ça. Si filles... Les gens, ils ont cru parce qu'ils se sont dit, ah ouais, putain, ça peut trop matcher et tout. Mais non, je vais pas partir. T'es le Rising Star Euroleague et ils te disent, il va en NCAA. Honnêtement, c'est un petit 40 points facile par match. En toute simplicité. Hein. Pour Paris, voilà, tu as parlé un peu brièvement. Vous avez fait une grosse saison. Bravo, comme tu as dit, vous avez marqué l'histoire. Première année, c'était 11 victoires d'affilée, c'est ça? 10. 10 victoires d'affilée. D'ailleurs, je me souviens, ça a commencé contre Monaco, malheureusement. Et malheureusement, vous avez terminé en play-off avec un peu un 0-3 tâche. Donc après cette fin de saison un peu brute, tu ressens quoi? De la déception ou vraiment tu arrives à regarder la saison et te dire putain, c'était une belle saison qu'on a fait quand même? Non, mais on a fait une belle saison, tu vois. On a fait une belle saison, mais à ce moment-là, tu te dis pas, vas-y, on a fait une bonne saison, tu vois. Ouais. Non. Fener, on les a joués 3 fois en play-off et 2 fois en saison régulière. On a pris un 5-0, tu vois. Mm. C'est dur, tu te fais battre 5 fois par une équipe. C'est chaud quand même, tu vois. Ils avaient quoi en plus par rapport à vous, le Fener? Ils avaient quoi en plus? Ils étaient beaucoup plus complets. Ils ont dominé au rebond, ils étaient plus grands, plus physiques. Ils ont été plus smart. Nous, on devait gagner les deux matchs par exemple de saison régulière, on devait les gagner, tu vois. Ouais. J'ai vu que même avec Monaco, ça a été un problème, ça. Les extérieurs, ils sont vraiment grands au Fener. Ouais, Par en fait, exemple, Monaco, ils ont souffert sur ça. tu regardes leur line-up, il est grave grand, il est Ouais, grave ouais. physique. Tout le monde est physique, tout le monde est grand, donc ils ont une domination, tu vois, c'est physique, c'est clair. Qui c'est qui t'a marqué le plus, le joueur en Euroleague cette année? Tu te dis, waouh, quand même, il y a des niveaux et là, c'est très élevé. Moi, Vezekov, il est arrivé, il nous a mis 20 points, un carton. J'ai dit, ah ouais. Ah, lui, il est Et horrible. propre, hein. Ouais.
propre, tout en finesse. Boum, cut, 3 points, N1, Il rend bam, fou, bam, hein. bam, tips. Je regarde 20 points. En plus, ouais, tu les vois même pas. Enfin, tu te dis, il Tu a les pas vois pas? dribblé. Non, moi, je les ai vus 20 points, un carton, je les ai vus. T'as Mais serré. quand j'ai vu, bam, bam, il enchaînait, tac, 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 tac. J'ai dit, ah, ouais, ok, d'accord. Mais bon, C'est différent. Ouais, Pezinka, c'est lui qui m'impressionne le plus. attends, voilà, on s'approche vers la fin du podcast. Voilà, aujourd'hui, Rising Star de l'Euroleague. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes Nadir Hifi qui galéraient un peu dans les différents centres de formation aujourd'hui? Ah, je dirais que il peut y arriver quoi qu'il arrive. Continuer de travailler, croire en lui. Et qu'il y a. S'il veut y arriver, il y arrivera. Hmm. Tu peux, comme Thomas Isalo il me disait, find a way, tu vois. Trouve un moyen d'y arriver. Tu es un modèle pour beaucoup de jeunes basketteurs qui s'identifient à toi parce que tu sais, voilà, tu n'as pas forcément été le plus grand, le plus athlétique. À ces jeunes-là voilà, qui veulent devenir basketteurs aussi, maintenant, tu leur conseillerais quoi? Franchement, le plus important quand tu es jeune, c'est de te développer. Ne pas me passer vraiment au moment présent, mais tu sais, quand tu es jeune, tu as 14, 15, 16 ans, 17 ans, tu regardes beaucoup les autres. Tu sais, sur les catégories jeunes, il y a beaucoup de joueurs qui sont forts, qui sont plus forts que toi. Tu dis, ah ouais, lui il est grave fort et tout, c'est sûr, il va finir en pro, nanana. Mais il y a très peu de joueurs qui dominent dans les catégories jeunes qui finissent nulle part. Enfin, nulle part au plus haut niveau, en pro. Mhm. Et moi, je leur conseillerais de vraiment voir dans le futur. Le présent, c'est bien, mais est-ce que tu seras prêt quand tu auras la bonne opportunité en pro? Qu'on va te mettre le terrain, est-ce que tu vas faire ce qu'il faut pour marquer les esprits de ton coach? Et c'est ça le plus important. C'est est-ce que tu es prêt à jouer en pro? Est-ce que tu domines en jeune? C'est bien. C'est bien pour les yeux des scouts, etc. Mais le plus important, c'est le futur. Est-ce Top. que tu seras prêt quand tu auras l'opportunité de C'est un jouer bon en pro? message ça, parce que Au final, c'est ça. Ouais. Si tu domines pendant 6-7 ans avec les jeunes et tu arrives en pro, t'es pas au niveau, ça sert à quoi? Mm. En gros, c'est ça l'objectif. C'est est-ce que tu es prêt à jouer en pro? En plus, en particulier chez un jeune, c'est compliqué d'imaginer, de se projeter. Non, mais c'est dur. C'est Parce trop que dur. Surtout aujourd'hui, dès qu'il y a des difficultés, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à laisser tomber, essayer autre chose. Ouais, mais genre, c'est pas pour moi. Ouais. Mais tu sais pas. Peut-être ça peut venir dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Mm. Il y a des joueurs qui pètent à 27, 28 ans, Ouais, tu vois. ouais. Donc chacun son rythme, tu vois. Chaque joueur est différent et chaque joueur a son parcours. Après, on a une question qu'on pose tout le temps. Mais cette question, elle est bizarre parce que on a tout le temps posé à des joueurs ou des GM ou des coachs vétérans, tu sais, plus âgés. Donc là, c'est vraiment intéressant d'avoir ta réponse. Mais une fois que tout sera terminé, tu sais que tu seras plus sur cette terre. Comment tu veux que les gens ils se rappellent de toi? Ah, moi, je veux juste qu'on dise. Ah, mais t'as vu ce que. Tu connais l'histoire de Nadir Hifi? J'aimerais qu'on dise ça de moi, tu sais. Ah, t'as vu Nadir, il a pas fait son de formation, il a pas été pris là. Si Nadir il a réussi, tu peux y arriver aussi, tu vois. Donc j'ai envie d'inspirer les gens comme ça. Faut écrire une biographie, autobiographie. Ça va être cool. Ça va être En propre. tout cas, Nadir, merci beaucoup. C'était Merci, super. merci à vous. Je te souhaite vraiment une bonne fin de saison et C'est gentil, merci. un bon reste de carrière. Tu le mérites. Merci beaucoup.